On va classer ensemble aujourd'hui les actions françaises sur PEA qui valent le coup ou non selon moi. On va les classer de S, la meilleure catégorie, à D, la pire. J'espère en mettre aucune en D. Si tu as des actions parmi les 15 que tu as sous les yeux, que tu as dans ton portefeuille et sur lesquelles je vais peut-être donner des avis sur lesquels tu n'es pas d'accord, sache que tu peux argumenter en commentaire, bien entendu. C'est ouvert, les avis divergent et c'est normal. Pour analyser ces actions, on va tout simplement se servir de mon outil. Je vais te les présenter en 1 minute. On va essayer de le faire le plus vite possible. Donc reste bien sur cette vidéo. Je sais que ça te démange d'aller voir à la fin pour voir la tier list. Mais avant que ça te démange, eh bien, mets-moi un petit pouce bleu. Moi aussi, ça me démange que tu ne sois pas abonné, puisque 50% des gens ne sont pas abonnés qui regardent mes vidéos. Et énormément d'entre vous qui regardent sur téléphone ne me boostent pas, les gars. Boostez-moi, un petit pouce bleu. Et puis, on commence la tier list sans plus tarder. Allez, on commence sans plus tarder par Vusion, qui est la première entreprise de cette tier list. Elle s'est fait démonter récemment. Sachez que on juge un petit peu la croissance de ces entreprises, la qualité. Et rapidement, on va vraiment pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Il y en a plein qui ont des vidéos dédiées. Donc, allez les voir tout simplement dans ma playlist analyse d'action. Mais tout simplement, Vusion, je ne vais pas me répéter plus longtemps. C'est un B pour moi. Pourquoi? C'est une excellente action. C'est clair et c'est net. Par contre, ce n'est pas une action que je me vois investir 20 ans dessus, que je me vois plutôt avoir 20 ans en portefeuille. C'est une action à moyen terme sur laquelle il faut jouer la transition de l'entreprise vers un modèle numérique qui peut lui apporter des revenus. Et là, à ce moment-là, on partira sur le long terme, mais on a quand même pas mal de flou. Voilà pourquoi elle atterrit en B. B ne veut pas dire que c'est mauvais. Le mauvais, c'est en D, ok ? On part sans plus tarder sur FDJ. Bon, là, vous connaissez peut-être mon avis sur la situation. Moi, il y a plusieurs choses qui me dégoûtent un petit peu par rapport à FDJ. Alors, dégoûte, pas l'action ne me dégoûte pas, hein, attention, mais plutôt pour le fait que, eh bien, depuis que c'est FDJ United, il y a une fiscalité qui est encore plus lourde, une rentabilité qui paye un petit peu le prix de l'acquisition. Je rappelle que United, c'est parce que c'est européen désormais, et malgré le fait que les jeux soient toujours autant joués, grattés, etc., on a une décroissance dans les 3 dernières années qui est claire et vraiment marquée. On parle d'un divisé par plus de 2, et les dividendes, qui sont certes très hauts avec un rendement à 9%, ne peuvent littéralement plus être augmentés sans avoir de la croissance. Donc pour moi, FDJ, c'est loin d'être une mauvaise boîte, c'est sûrement un coup value à aller jouer, mais c'est une boîte qui va directement en C. Pas parce qu'elle est mauvaise, encore une fois, sinon elle ne serait pas sur la droite, on ne l'analyserait pas aujourd'hui, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus, et elle n'a pas le potentiel que certaines actions ici peuvent avoir. En parlant de potentiel, on va regarder Safran, et là je vous spoil direct, on va avoir une bonne note. Je pense que Safran, en termes de taille d'entreprise pour le nombre d'informations qu'on peut trouver dessus, c'est l'une des pires, puisque c'est quand même 140 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'est une entreprise qui fait une croissance assez monstre ces derniers temps. Au niveau, par contre, des résultats nets, eh bien, ça varie d'une année à l'autre, mais clairement, comptablement, c'est un petit peu dégueulasse, mais en fait, on ne regarde pas les résultats nets sur Safran, je vous le dis, on regarde les operating cash flow qui sont en bleu, qui est vraiment l'argent qui va sortir. Et à ce niveau-là, vous le voyez, sur les 5 dernières années, on a 24% de croissance par an. Sur les 10 dernières, on est à 10. On a donc un cycle actuellement qu'on est en train de bien exploiter et sur lequel on sort des très bons résultats. C'est pour moi une excellente entreprise qui ne mérite pas un S. Attention, le S est réservé peut-être à personne dans ce top en réalité. Mais Safran, c'est une bonne boîte sur PEA. Après, le problème de Safran, c'est la valorisation. Ici, je le dis, je le répète, dans cette tier list, on ne va pas juger la valorisation. Il y a des entreprises qui sont ultra bien valorisées, comme FDJ, mais qui pourtant, qualitativement, ça vaut un C. Alors que si on prend en compte la valorisation, FDJ, ça passe en B, voire limite en A. Mais en réalité, c'est un C financièrement. Donc on ne prend vraiment pas en compte la valorisation dans cette tier list, ça, c'est à prendre en compte. Ce qui est à prendre en compte aussi, c'est ton like. Je te vois, tu n'as pas encore liké, ça prend 2 secondes, c'est un clic, s'il te plaît, ça m'aide beaucoup. Maintenant, on passe à Valorec. Oh, mauvaise manip. On passe à Valorec. Valorec qui est une entreprise que je vois dans beaucoup de portefeuilles. Pourtant, quand on la regarde comme ça, on voit qu'il y a eu un énorme momentum entre 2016 et 2020. Depuis, c'est très compliqué pour Valorec, notamment parce qu'il y a eu des scissions, il y a eu des cycles un peu défavorables à l'entreprise. Mais clairement, on est sur une boîte qui est vachement cyclique et elle a fait beaucoup d'années en négatif en essayant de remonter la pente. Elle est en positif désormais, mais ça reste toujours aussi cyclique. Le cash, c'est compliqué. Ça verse un dividende assez gros d'ailleurs, mais ça reste très compliqué de le tenir sur le long terme. On a 92% des free cash flow qui sont reversés. C'est la première année qu'on a un retour de dividende. C'est loin d'être une mauvaise action. C'est pas aussi mauvais qu'FDJ. Pour moi, c'est un B. Pourquoi? Parce qu'il y a encore tout à prouver. C'est une bonne boîte dans un bon secteur, mais il y a tout à prouver. Là, on est peut-être sur une très bonne note. Alors pourquoi? Parce que je vous le dis encore, cette tier list, elle est par rapport au long terme, les actions à long terme sur PEA. C'était sûrement marqué sur la miniature si j'ai bien fait mon travail, mais on a littéralement
une entreprise qui, ici, est positionnée dans 3 secteurs majoritaires. La gestion de l'énergie, la gestion des déchets, la gestion de l'eau. J'en parle très souvent, pourtant, elle est toujours assez sous-cotée, je trouve. Pourquoi? Alors oui, il y a une croissance du chiffre d'affaires qui est très lente. Et ça, c'est un fait, c'est réel. Mais dans les 5 prochaines années, il y a un plan de rentabilité, d'augmentation de la rentabilité, qui nous ferait faire un x2 en termes de résultats nets. Et donc ça, un x2 en termes de résultats nets, sachez qu'une entreprise se valorise sur ça. Sur ça et son cash, en sachant que son cash va quand même pas trop mal en termes d'operating cash flow. Alors c'est un business qui demande de la dette, c'est un business qui demande des capex importants, c'est donc un business qui est assez dépendant de l'économie mondiale, malgré le fait qu'elle ait un super avenir devant elle. Ça pourrait totalement être un S si elle avait de la croissance. Pour moi, Veolia, c'est un A, c'est une très bonne entreprise. Attention, je le dis, je le répète, il faut bien l'acheter. C'est pas une entreprise qu'on achète à 37 € et on ferme les yeux dessus. Non, là tu vas tuer ton rendement pour les prochaines années. Le but étant de l'acheter autour des 30, 32, peut-être 33 €. On va pas faire de juste prix pareil sur les actions, ça prendrait trop de temps. On part sans plus tarder sur AXA. Et AXA, c'est une entreprise qui aussi est pas mal sous-cotée, même si beaucoup de membres de la communauté Discord, dans laquelle on est plus de 4000, donc je t'invite à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait, ont du AXA en portefeuille puisque c'est la bancaire, alors c'est une financière plus qu'une bancaire, la plus pertinente quasiment en fait selon les investisseurs. Pourquoi? Parce que AXA, oui, il y a un chiffre d'affaires qui est vraiment fluctuant, qui dépend de beaucoup de facteurs. Il y a une rentabilité qui fait que s'améliorer, même si là aussi elle est assez cyclique, mais il y a surtout du cash qui rentre chaque année avec littéralement des dividendes ultra intéressants à 5,87%, une croissance qui est legit, des rachats d'actions massifs, vraiment massifs, et une distribution d'à peine 22% des free cash flow en termes de dividendes. Si on rajoute les rachats d'actions, on est environ à 50% reversés aux actionnaires avec une distribution qui est absolument colossale. Voilà pourquoi AXA est une excellente entreprise. Pareil que pour Veolia, pour moi c'est à acheter à un bon prix, sinon ce n'est pas achetable. Maintenant, on va passer dans l'entreprise que je chéris le plus personnellement parmi cette liste-là. J'ai volontairement pas mis Steve, pourquoi? Parce qu'on l'a déjà noté 150 fois. Il ne se passe rien sur Steve. Voilà. Arrêtez de me poser des questions sur Steve, s'il vous plaît. Je suis dans la même situation que vous. J'attends. J'attends. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il ne se passe rien. Donc sur Vinci, on a quelque chose qui est assez beau à voir, c'est que le chiffre d'affaires, il croît depuis à peu près toujours. On a toujours des cycles dans le secteur BTP, entre guillemets. Mais Vinci est en train de doucement prendre une tournure énergie et concession. Alors parmi les concessions, il y a la fin des autoroutes, je vous vois venir de très très loin, qui arrive en 2031, 2032, 2034. 2032, c'est la plus grosse partie. À savoir que Vinci a déjà, le cours de Vinci a déjà intégré en grande partie cette nouvelle-là. Tout le monde est au courant. Et il y a toujours la possibilité que l'État, qui est aussi incapable qu'il soit, n'arrive pas à gérer ses concessions et justement les remettre en concession. C'est peut-être pas Vinci qui va gagner tous les contrats. Les contrats seront 100% moins avantageux, c'est sûr et certain. Mais c'est toujours pas dit qu'ils les récupèrent pas au final. Mais Vinci, c'est aussi un segment énergie qui est immense et c'est aussi Cobra IS qui a été racheté en Espagne et qui fonctionne ultra bien pour l'énergie et qui a une rentabilité beaucoup plus haute que le BTP. Vinci est en train de prendre une tournure sous nos yeux et pourtant on a une valorisation de 13 fois ses bénéfices. Encore une fois, on ne prend pas la valorisation en compte. Je vais vous le dire, j'ai pas honte, je mets Vinci en S. Pourquoi? Parce que sur PEA, tu fais difficilement mieux que Vinci ces derniers temps. Ça ramène du risque. Mais si tu veux aucun risque à ce moment-là, tu prends ton ETF ACWI, j'allais dire ton Nasdaq, mais non, ton Nasdaq, même ton Nasdaq c'est trop de risque si tu acceptes pas de prendre un risque comme ça sur Vinci. Tu prends ton ACWI et tu blègues. Vinci a des risques, mais Vinci est d'une qualité immense et surtout, elle est en pleine rotation de son activité et c'est un succès franc. Ça se voit depuis quelques années, ça se voit à tous les trimestres, tu n'as qu'à lire les earnings, c'est masterclass. Dassault Systèmes, c'est la première fois qu'on la traite dans une vidéo. On l'a déjà traité dans les lives, je rappelle que je suis en live tous les mardis et jeudis de 17h30 à 19h. On a déjà fait même des tier lists en live interactives sur les actions européennes. Si vous voulez qu'on fasse une tier list sur compte titre d'ailleurs, mettez-moi 150 likes sur cette vidéo et il y aura une tier list sur compte titre avec grand plaisir. Et je vous sortirai des actions de mon chapeau, ne vous inquiétez pas, 2 par secteur et on se trouvera quelque chose d'assez sympathique. Pour Dassault Systèmes, on a un rebond qui est enclenché et j'ai envie de vous dire, enfin! On a plusieurs années d'affilée qui se sont enchaînées, on a un business qui est assez compliqué aussi au niveau des SaaS et pourtant, sur les 3 dernières années, ça a été compliqué, mais on voit de la grosse croissance pour la suite. Je le dis, je le répète et je vais le redire, attention si cette croissance n'arrive pas réellement. Attention,
Avec les dernières news, on s'attend quand même à ce que le chiffre d'affaires dépasse les 8 milliards pour l'année 2030, donc ça ferait une progression d'une trentaine de pourcents, c'est pas non plus la progression du siècle, mais quand tu vois les 3 dernières années, on en a besoin, clairement. Au niveau des bénéfices, ça irait encore mieux pour un business qui est quand même bien rentable avec 20% de marge nette. Dassault Systèmes, on ne prend pas en compte la valorisation encore une fois, c'est un bon dossier, pas très bon. Il va pour moi derrière Vusion, hein, clairement, hein, parce que là il y a tous les mecs sur Vusion qui sont en train de s'indigner, mais Vusion est un bon business à moyen terme, je le dis, je le répète. Si c'était à moyen terme, Vusion serait en A, mais comme c'est à long terme, Vusion est en B. Dassault est quand même assez flou sur son business, ça reste un B assez solide, c'est une bonne entreprise. On passe sur Engie. Je l'ai mis volontairement parce que j'ai mis Veolia. Engie, pour moi, c'est une bonne boîte, ok? À l'instar de Veolia, c'est une boîte qu'il faut acheter convenablement. Alors, on est à 25 actuellement, je vous en ai parlé récemment dans les actions en solde. C'est pas vraiment des soldes, mais c'est une valorisation sur Engie qui est convenable, puisque actuellement, eh bien, on s'échange à 17 fois les bénéfices. Ça fait 10 fois les bénéfices de 2030 projetés, et clairement, on a une croissance qui est là sur un business qui est honnêtement pas trop mal. On a une croissance du chiffre d'affaires qui devrait revenir, en sachant que ça fait 3 années qu'on décline quand même. On est sur une activité qui est cyclique, mais on augmente les marges. On a 6% de marge, c'est mieux que Veolia, et c'est pour ça que sa capitalisation boursière est beaucoup plus élevée que celle de Veolia. Méfiance, mesdames et messieurs, sur ce dividende. Pourquoi ? On est à 118% des bénéfices qui sont reversés sous forme de dividendes aux actionnaires. On parle de 4,53 milliards de bénéfices qui sont donnés aux actionnaires. Je rappelle, on a fait 3,83 en 2025. Et c'est pourquoi, niveau santé d'entreprise, Engie va avoir la note de B, alors qu'elle aurait très bien pu avoir un A, parce que c'est une bonne entreprise bien placée dans la gestion énergétique. Elle va se retrouver en B. Et il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Ça va, en B, c'est cash. Maintenant, on passe à GTT. Et là, GTT, alors, j'ai vu plein de choses passer. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier sur GTT, c'est une boîte qui est exceptionnelle. Attention, c'est une boîte qui a une technologie unique, qui a 55% de marge nette, des retours sur capitaux absolument colossaux, ok. Mais si on reste dans le fondamental pur et dur, on voit une chose qui est très claire sur GTT, eh bien, il y a une croissance qui va plafonner. Comment cela se fait ? Eh bien, c'est simple, GTT a percé, parce que c'est vraiment percé, là pour le coup, on est sur un x2 en quelques années, grâce ou à cause plutôt de la guerre en Ukraine face à la Russie, puisque le gaz russe ne pouvant pas être exploité par le monde entier, les Coréens notamment ont eu besoin de gaz et notamment de GNL et de transporter ce GNL par voie maritime. Et c'est à ce moment-là que la technologie de GTT vient rentrer en jeu et c'est à ce moment-là que GTT va surtout avoir un carnet de commandes qui va devenir flat, alors qui sera très très bon, hein, autour des 800 à 900 millions de chiffre d'affaires par an. On arrivera certainement au milliard au bout d'un certain temps, mais la fin de la croissance, de l'ultra-croissance comme on est en train de vivre, est proche. Et même si on est à 17 fois les bénéfices actuellement, vous voyez qu'on est à 15 fois les bénéfices de 2030. GTT est une action cyclique. Elle est excellente, mais elle est cyclique. C'est pour ça que c'est une action qui va en A et pas en S. Elle pourrait tous les jours aller en S, mais elle est cyclique. Donc c'est aussi simple que ça. Interparfums, je n'en ai plus en portefeuille. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais il faut le dire, il y a un rebond qui est très intéressant sur cette boîte qui a touché ses tréfonds autour des 21 € de rendez-vous compte. Là, on parle de 28 € en sachant qu'il y a eu un split, donc de 1 pour 20, et donc il y a 5% de valeur de l'action qui sont envolées, entre guillemets, sur ce prix-là, alors qu'elles y sont en réalité, puisque les actionnaires ont été dilués, mais les actionnaires ont touché leurs actions gratuites, un peu comme sur Air Liquide. On est sur une activité qui, après avoir eu un très très gros cycle, est en déclin. Et là, elle est en déclin sur cette année 2026. Le groupe ne s'en cache pas et les objectifs sont là pour l'année 2027, notamment avec une marque indépendante, avec des nouvelles licences, avec des nouvelles sorties. Alors oui, il y a beaucoup de petits parfums indépendants qui prennent du terrain sur ce marché-là, mais les grandes marques ne passent que par Interparfums quasiment. Alors, à ce moment-là, ça devient intéressant de regarder ce que va faire Interparfums. À part pour du LVMH, du Hermès ou du Kering, eh bien, c'est tout simplement Interparfums qui gère toutes les autres marques que vous pouvez connaître de parfums. J'abuse sur toutes les autres marques, mais il y en a beaucoup. On est sur un cycle qui pourrait revenir, qui pourrait repartir à la hausse, et c'est ce qu'on attend. Attention à ne pas se rater, mais le plus dur a l'air d'être derrière eux. Financièrement parlant, c'est une entreprise de grande qualité avec des marges OK, des retours sur investissement OK, mais surtout une croissance qui peut être clean et un dividende qui est sympathique aussi et qui suit en général la croissance. Donc s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de croissance du dividende. Par contre, s'il y a une croissance des bénéfices, il y a une croissance importante des dividendes. Ça a pu être constaté dans les dernières années. Alors attention, ici c'est un petit peu faussé avec les dividendes exceptionnels, mais si on regarde le vrai dividende en lui-même, vous vous rendez compte qu'on a souvent augmenté ce dividende-là.
Bref, c'est une action de rendement, clairement, il ne faut pas s'en cacher. C'est une bonne action, mais pour moi, c'est un B. C'est au niveau de Vusion, c'est peut-être même derrière AMJ, c'est à ce niveau-là. C'est loin d'être une mauvaise action. Attention, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se rater. On ne parle pas de valorisation, mais il ne faut pas se rater pour Interparfums. Là, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Il va falloir qu'ils réagissent immédiatement. Essilor Luxottica, ça fait 150 fois qu'on en parle sur la chaîne. Je vois qu'il y a toujours autant de gens dedans. On a voulu nous faire croire que c'était une boîte de technologie, alors que c'est une boîte dans la santé en réalité, hein, clairement. Les lunettes connectées, c'est en procès actuellement. Ouf, oh, ça a l'air dur derrière, regardez. Essilor, ça l'a fatigué direct. Mais nous avons une entreprise qui déjà a des retours sur capitaux qui sont catastrophiques, une marge nette qui est très basse, et une croissance qui, certes, est bonne, mais n'est pas parabolique. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Les lunettes connectées, si la réglementation passe et assouplit, vont devenir un objet du quotidien. Et d'autres acteurs vont potentiellement se mettre sur le sujet. Et même s'il y a un partenariat avec Meta, qui est une boîte exceptionnelle, hein, on en reparlera vendredi, vous verrez ça. Mais, et on en a parlé lundi surtout, donc allez voir la vidéo sur Meta, hein, dès qu'il y a une vidéo sur compte titre, vous ne regardez pas. Le compte titre, c'est une dinguerie. Allez voir les vidéos sur compte titre. Tous les lundis, une analyse d'action d'ailleurs, donc un motif de plus de s'abonner. Maintenant, c'est vrai que c'est une bonne entreprise en termes de finances, on ne peut pas dire qu'elle est mauvaise. Et ici, on ne juge pas la valorisation, parce que ce qui fait de Essilor une boîte qui est pas si dingue que ça, c'est sa valorisation qui est toujours énorme. Maintenant, étant donné qu'on ne prend pas en compte la valorisation, c'est clairement un A, c'est une bonne entreprise Essilor. Ok, une bonne entreprise. Là, je vais briser des cœurs. Et c'est une entreprise que j'ai moi-même en portefeuille. Mais il va falloir prendre quelque chose en compte. Alors, juste, je change la cotation, comme on peut le changer sur Stocklens. On met, hop, sur Paris, ici. Et vous vous rendez compte d'une chose, sur Sanofi, eh bien... Ah oui, on a des petits bugs parce qu'on n'est pas en Nasdaq, du coup. On a une cyclicité qui est claire et nette. On l'a vu dans les dernières années, et même si on arrive toujours à faire plus de bénéfices, on arrive à la fin d'un cycle du PIXTENS qui pue un petit peu pour l'entreprise. Voilà pourquoi on corrige assez lourdement et on est dans un flou total de ce qui va pouvoir se passer après 2030. En termes de valorisation, encore une fois, c'est vrai que c'est une entreprise qui peut paraître attractive. À 7 fois les bénéfices de 2030, on est aussi sur un dividende qui est très intéressant mais qui croît très lentement. Le vrai point fort de Sanofi, en réalité, je vais vous le dire, c'est le retour aux actionnaires sous forme de rachat d'actions et de dividendes. Ok, mais, je suis désolé, je vais le dire aussi, ça s'arrête là. Et Sanofi est loin d'être une mauvaise boîte, mais il y a tellement un flou autour de cette boîte, et je l'ai en portefeuille, hein, que ça ne peut pas être autre chose qu'un C. J'ai limite envie de la mettre en B, mais il y a déjà trop de monde en B. Donc Sanofi, c'est C. Et c'est clair et net. Et limite Valorec pour aller en C. On va la laisser en B, on va lui laisser le bénéfice du doute. Sanofi, ça fait un moment qu'on doute et on sait pourquoi on doute. Maintenant, la suite. Schneider Electric. Ici, on est sur une boîte exceptionnelle. Encore une fois, ce qui lui fait défaut, c'est sa valorisation. On ne prend pas en compte la valorisation. Donc, le chiffre d'affaires, on est sur une énorme croissance. Le bénéfice, on est sur une encore meilleure croissance puisque les nouveaux produits, composants vendus par Schneider, notamment spécifiques au data center, eh bien, margent énormément. Et c'est ce qui fait de Schneider un très très bon business, clairement. Ceci dit, encore une fois, on ne prend pas en compte la valorisation. Sinon, c'était S tous les jours. Non, sinon c'était plus bas que S tous les jours. Mais là, ça peut être S clairement. On a une augmentation du dividende qui est très clean. On a du retour aux actionnaires aussi sous forme de rachat d'actions. On a une entreprise qui a une dette gérable pour de l'industrie, vraiment gérable pour le coup. On a du cash qui augmente chaque année et c'est vraiment exponentiel quand on regarde dans le temps, même si on profite des cycles. Schneider est absolument partout dans la maison. Pour moi, c'est un S. Il n'y a pas d'autre débat. Maintenant, pour Total Energy, je vais peut-être en froisser certains. J'en ai toujours en portefeuille, je n'ai pas vendu mes Total. Pour moi, c'est l'une des meilleures actions à avoir sur son PEA. Il faut très bien l'acheter. Attention, je tiens à mettre en garde aussi. Moi, je l'ai acheté dans ces eaux-là, hein. Je ne l'ai pas acheté tout là-haut. J'ai vu des gens en acheter autour des 75. Pas sûr que ce soit le meilleur move de votre vie. Je vous le dis en toute honnêteté. Maintenant, c'est une entreprise qui est extrêmement cyclique. Et c'est ça qui va lui valoir le fait de ne pas être en S. Mais c'est une entreprise qui est d'une énorme qualité, positionnée sur plusieurs secteurs. Les énergies renouvelables, ça va de plus en plus vite. Le GNL, quand il y a des bonnes années, c'est exceptionnel. Le pétrole, c'est pareil. Et du pétrole, croyez-moi qu'il en reste. Maintenant, oui, si on regarde la valorisation, c'est vrai que c'est une opportunité, contrairement aux autres majors pétrolières mondiales. Mais c'est une entreprise qui est ultra cyclique. Et pourquoi? Ça lui vaut un A. La meilleure des A devant Safran, mais ça lui vaut un A. Voilà la tier list finale, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire pour contredire ce que je vous ai dit sur l'une des actions ici, il n'y a pas de souci. Sinon, dites-moi sur quelles actions vous êtes positionnés et lesquelles sont surtout vos plus grosses convictions sur ce PEA. Regardez les vidéos CTO qui sortent les lundis. Mes vidéos à moi, c'est lundi, mercredi et vendredi à 18 h. Donc soyez à l'affût, mettez les notifs et puis on se retrouve à ces jours-là. Ciao, ciao.